Bonjour à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui. Pour cette rentrée, on va faire une grosse révision et effectivement, comme beaucoup le disent aujourd'hui, pour être DJ, il faut surtout être un peu, voire beaucoup informaticien. Donc on va faire une révision au niveau de l'informatique, les raccourcis clavier, de quoi est composé un ordinateur, qu'est-ce que c'est qu'il nous faut, les différentes prises USB, on va faire un rappel de tout ça. Et notamment au niveau, un gros rappel au niveau des termes DJ. Effectivement, on parle de BitFX, on parle des drums, on parle des FX, on parle des color FX, on parle des jogs, on parle de la waveform. Enfin, on a des termes, beaucoup de termes anglais, mais on ne sait pas trop ce que c'est qui correspond. Et on le voit sur le groupe Record Boss DJ French User, on voit des questions. Qu'est-ce que c'est ce décel-là? En fait, il veut parler de la waveform. Enfin, plein de trucs comme ça qui sont quand même relativement intéressants, et notamment la différence entre le mode export, le mode de performance et le mode standalone. Ça tombe bien, j'ai le AZ. Après, je vous le rappelle, et cela, c'est grâce à vous, hein, n'oubliez pas de vous abonner, c'est une petite parenthèse, abonnez-vous, plus il y aura d'abonnés, plus j'aurai de facilité pour avoir du prêt de matériel auprès de Mathieu. Donc voilà, là, il m'a laissé le AZ jusqu'au PAVS au mois d'octobre qui arrive, donc je lui ramènerai, mais voilà, je l'ai là à la maison et ça me permet de faire des sacrées vidéos avec. Donc voilà, pensez-y, abonnez-vous, ça c'était la parenthèse. Donc voilà, on va faire une révision de tout ça en vidéo et des photos effectivement pour tout ce qui est processeur graphique, les CPU, les GPU, donc vous voyez les disques durs, les SSD, enfin, vous voyez plein de choses qu'on va revoir, c'est la rentrée, c'est normal. Et aussi, bien sûr, sur Recordbox, les waveforms sur Recordbox, les waveforms sur le standalone AZ, la différence entre un standalone et un contrôleur. Voilà. Donc, une grosse révision pour cette rentrée. Et une deuxième parenthèse, donc on prend rendez-vous pour le 25 et 26 octobre. Je serai à nouveau au PAVS, donc à Paris, avec toute l'équipe Alpha Theta Pioneer DJ, donc sur le stand Alpha Theta Pioneer DJ, pour vous présenter du matériel, pour vous expliquer encore une fois Recordbox et pour discuter entre nous au lieu de passer à travers des écrans. On pourra se voir en direct. Voilà, donc rappelez-vous, je mettrai une photo sur le PAVS le 25 et 26 octobre 2025. Voilà, donc pour l'instant, c'est parti pour cette vidéo. Grosse révision pour cette rentrée. Allez, c'est parti. Donc, on y va pour les explications. Et pour bien commencer, comme beaucoup le disent aujourd'hui, et c'est vrai, aujourd'hui, pour être DJ, il faut surtout avoir de sacrées bases informatiques. Donc, on va partir, mais je vais essayer de vous expliquer ça le plus simplement possible au niveau des bases informatiques. Voilà, donc qu'est-ce qu'on a dans un ordinateur, de quoi on a besoin, de quoi il est fait. On va essayer de survoler tout ça en rentrant bien dans les explications, car beaucoup se mélangent les pédales entre le firmware, entre le driver, entre le software, le hardware, le CPU, le GPU, enfin voilà. Tout le monde se mélange un peu les pédales là-dedans, donc je vais essayer d'éclaircir tout ça. Donc première partie, on va voir tout ce qui est base informatique, et deuxième partie, on va voir donc les fameux gros mots du DJing, on va appeler ça comme ça, nos termes spécifiques DJ, le BPM, le beat, le grid, la waveform, qu'est-ce que c'est tout ça? On parle beaucoup anglais, voilà. Donc on y va tout de suite avec la base informatique. C'est parti, donc on va voir donc les deux processeurs qui existent, donc les CPU et les GPU. CPU, Central Processing Unit, voilà, donc c'est l'unité centrale, c'est le processeur qui va faire tourner votre ordinateur, mais vraiment la partie base, donc tout ce qui fait serveur, les bases, les logiciels, le cryptage, la compression, voilà. Et le GPU, comme c'est marqué, comme vous le voyez, le Graphic Processor Unit, voilà, c'est lui qui va s'occuper essentiellement de tout ce qui est graphique, jeu, etc. Donc quand il y a des gros calculs, le GPU va plutôt travailler là-dessus, des gros calculs, notamment au niveau graphique, hein, ça va être lui qui va travailler là-dessus. Et le CPU, c'est lui qui fait tourner la base de l'ordinateur. Un ordinateur va pouvoir tourner sans GPU puissant,
Mais dès que vous avez une grosse demande en vidéo, une grosse demande en qualité, en définition, le GPU sera, on aura besoin de GPU plus puissants. Voilà, donc en gros, en résumé, le CPU, c'est le Central Processor Unit, c'est marqué le GPU, tout ce qui est graphique. Voilà, c'est résumé au plus simple, mais c'est tout ce que vous avez besoin de savoir. Donc on a besoin de CPU, GPU, mais on a besoin aussi de RAM. Voilà comment ça se présente une RAM dans un ordinateur. Voilà, donc vous avez des RAM, aujourd'hui on est à la DDR4, hein. Vous voyez, SDRAM, vous voyez un peu la forme que ça a, tout simplement. Voilà, donc à quoi ça sert? Les RAM, donc, c'est une mémoire temporaire utilisée pendant qu'on travaille avec l'ordinateur. Plus tu as de RAM, plus l'ordinateur peut faire des choses en même temps. Effectivement, notamment par exemple pendant l'analyse des stems, il va mettre le morceau et le moteur dans la RAM. Grâce à ça, le processeur va se servir dans la RAM du moteur, va analyser tout et il va tout stocker dans la RAM. Donc vous avez bien compris que plus vous aurez de RAM, mieux votre ordinateur pourra travailler et sera efficace. Voilà pourquoi au jour d'aujourd'hui, on demande 16 Go minimum de RAM. Vous pouvez y aller avec 32, surtout si vous travaillez avec les stems haute définition, ça sera vraiment indispensable. Voilà, les RAM, comment ça se présente? Tout simplement, c'est des petites barrettes qui se mettent sur la carte mère et on en met jusqu'à 4. Hein. On a 4 emplacements en règle générale et on peut aller jusqu'à 32 Go par emplacement au jour d'aujourd'hui, mais ça ne cesse d'augmenter effectivement. Voilà, donc on a vu les CPU, on a vu la RAM. Qu'est-ce qu'on a après? On a les disques durs. Alors là, on attaque dessus par l'ancien, par le papy des disques durs, les fameux disques durs à plateau, donc avec un moteur. Comme vous le voyez ici, il y a le moteur, la tête de lecture, l'actualisateur, mais bon, vous voyez, c'est l'actuateur, c'est l'espèce d'épingle qui se balade à chaque fois que vous demandez une information avec la tête de lecture, la petite épingle qui est sur le disque dur, sur le plateau du disque dur en magnétique, il arrive à lire tout ça. Donc vous comprenez bien que ça prend un certain temps, mais à l'époque, on n'avait que ça. Voilà, donc ça, aujourd'hui, c'est fini. Il n'y a plus d'ordinateur fourni avec ça. On s'en sert essentiellement pour des gros serveurs. On va se servir de ces disques-là. Mais aujourd'hui, on travaille plutôt avec le SSD. Voilà la différence entre le HD, HDD, donc le disque dur à plateau moteur, et le SSD, il n'y a pas de moteur, c'est que plein de petites barrettes mémoire dedans, mais qui travaillent différemment et qui donc vont garder toutes les infos. L'accès est beaucoup plus rapide, il chauffe beaucoup moins, donc que des avantages avec les SSD aujourd'hui, et tout le monde, tous les ordinateurs aujourd'hui sont fournis avec des SSD. Si vous voulez booster un vieil ordinateur portable, vous ouvrez votre ordinateur, vous enlevez le HDD, vous mettez un SSD, rien que ça, vous allez voir la différence au démarrage et à l'utilisation. C'est vraiment super utile, vraiment, c'est le boost à faire aujourd'hui, mettre un SSD sur un vieil ordinateur. Déjà, rien que là, vous allez gagner en vitesse. Au niveau des SSD, il existe plusieurs types de SSD. Vous avez ici, vous voyez, les SSD que l'on va mettre donc dans les ordinateurs. Vous avez les SSD externes sans disque ou le fameux T7. Vous voyez, c'est en fait celui-là équipé d'une coque, tout ça c'est moulé, on le retrouve comme ça. Et aujourd'hui, on a les SSD NVMe. Alors encore plus rapide, encore mieux, ça ressemble à des barrettes mémoire, mais comme vous pouvez le voir, le branchement est au bout de la barrette. Il n'est pas sur la partie basse, il est au bout. Voilà, ça c'est des disques durs SSD NVMe. Donc pour ça, bien sûr, il faudra un boîtier, le mettre dans un boîtier et faire son montage. Pour nous, DJing, ça, le T7 ou ces 100 disques suffisent largement. Les standalone n'ont pas besoin de disques durs archi rapides. Par contre, moi qui fais des montages vidéo, qui vais stocker en externe de mon ordinateur pour garder de la place, le transfert est beaucoup plus rapide avec des NVMe. Voilà, donc NVMe pour notre matériel DJing, il n'y a pas besoin, mais voilà où on en est aujourd'hui. Donc SSD ici pour mettre dans un ordinateur, SSD externe sans disque ou le Samsung T7, bon il y a d'autres marques, hein. Et aujourd'hui on a le NVMe qui arrive depuis quelques années déjà, mais il se démocratise vraiment, il a baissé en tarif et c'est vraiment encore mieux, encore plus rapide. On a fait le tour donc au niveau des disques durs, on va parler des USB, donc là aussi important, c'est une révision USB-A, vous voyez comment c'est, USB-A, vous voyez ici, c'est l'USB qu'on a le plus commun. Aujourd'hui, on est en train de tourner de plus en plus sur des USB-C, le Flexis est avec USB-C,
le AZ est avec USB-C, le Opus Code avec USB-C, ça devient la norme aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elle a? L'avantage, c'est qu'elle marche dans les deux sens. On peut tourner la prise, ça fonctionne, comparé à celle-là où il y a un sens et elle est beaucoup plus rapide. Donc ça, c'est l'avenir, USB-C. Tous les Mac aujourd'hui n'ont plus que de l'USB-C, n'ont plus du USB-A. Mais bon, tout le monde va y venir. Les téléphones, même les iPhones aujourd'hui, sont obligés. De toute façon, ça a été une obligation. Passe sur USB-C, c'est en train de se normaliser et c'est pas trop tôt. Donc tout le matériel sera très bientôt en USB-C. Voilà, donc ça c'est une révision. L'USB-B, vous voyez, c'est la prise qu'on avait sur les imprimantes à l'époque. D'ailleurs, on l'appelle plus ou moins communément la prise imprimante, hein, imprimante scanner. Voilà, on avait ça. On avait un cordon qui était d'un côté USB-B et l'autre côté USB-A. Aujourd'hui, tout est USB-C, USB-C, cordon, USB-C, USB-C. On rentre dans le Flex 10 en USB-C, on rentre dans l'ordinateur en USB-C. C'est très facile et la connexion est beaucoup plus rapide. Voilà, au niveau des révisions, j'espère que c'est clair pour vous. Voilà, donc je reviens là. Au niveau des clés USB, alors au jour d'aujourd'hui, sort de plus en plus. Vous avez vu notamment Recordbox qui a sorti ça il y a 1 ou 2 mois, en février. Recordbox a sorti sa clé USB sans disque Dual Drive. Dual Drive, pourquoi? Parce que vous avez un côté USB-A et un côté USB-C. Donc pour nous, les DJs qui tournent sur Mac, c'est très pratique. Il suffit de tourner la clé, on se branche sur l'ordinateur, on tourne la clé et on se branche sur le standalone. Voilà, sur le standalone au-dessus, on est toujours en USB-A. Pourquoi? Ben, vu la largeur, au niveau rapidité, ça suffit. Hein, je vous rappelle, l'USB-A est moins rapide que l'USB-C, mais pour nos matériels, l'USB-A va suffire. Mais c'est surtout au niveau de la portée et de la connexion. La connexion est plus grande et c'est bien sûr plus costaud. Donc voilà, pour l'instant, encore, on en est là. Donc l'intérêt de cette clé, il est vraiment hyper intéressant. C'est que quand vous branchez sur votre ordinateur, le transfert en USB-C est plus rapide. Donc quand vous ferez l'export sur cette clé via l'USB-C, l'export se fera plus rapidement. Et quand vous branchez sur le standalone, vous faites un demi-tour, vous branchez l'USB sur votre standalone et ça fonctionne. La rapidité est assez suffisante. On a bien sûr la clé Recordbox à 95 €, comme vous voyez, mais on a personnellement la même, sans disque, il n'y a pas la pub Recordbox. En 512, vous voyez, elle est sur 82, elle a baissé. Aujourd'hui, elle a baissé, moi je l'avais acheté plus cher. Voilà, je me suis acheté celle-là parce que la Recordbox n'était pas dispo, donc c'est la même. Hein, donc, bien sûr, très intéressante et d'autant plus que non seulement on a le Dual Drive, mais en plus, elle est plus rapide que la fameuse SanDisk Extreme Pro qu'on a tous. Elle est vraiment super cette clé, je vous conseille de l'acheter. Je mettrai le lien dans le descriptif de la vidéo si vous voulez, qui vous amènera donc sur Amazon. Hein. C'est là que je l'ai acheté, vous voyez, le 7 juin. Voilà, donc vraiment une super clé. Je l'ai acheté en 512, vous avez 1 Tera, vous avez 2 Tera. Alors là, bien sûr, le prix va monter. Hein. Voilà, on est à 212 € en 2 Tera, mais franchement, 512, si vous avez déjà 512 de musique, vous avez vraiment de quoi faire. Voilà, donc au niveau clé USB, on a fait le tour. RJ45, alors on parle du RJ45. Voyez la prise comment elle est, donc vous l'avez derrière les CDJ. Ça va servir à se connecter en ProLink. Le ProLink marche en RJ45 encore aujourd'hui. Donc on a une espèce de cordon comme ça, RJ45, et on va connecter les CDJ avec la table de mixage. De cette manière, le ProLink sera connecté. Le ProLink, il sert à quoi? À synchroniser les BPM, notamment entre tous les matériels. C'est-à-dire que la CDJ va analyser le morceau, va vous dire que ce morceau est à 128. De ce fait, ça sera affiché sur la table de mixage 128 et de ce fait, la platine d'en face saura que le morceau en live est du 128 et pourra se synchroniser. Voilà, donc même si on est connecté avec des CDJ aujourd'hui, on peut synchro. C'est pas parce que les gars travaillent avec des CDJ que c'est plus compliqué. On a exactement la même fonction que sur les contrôleurs, à part que les contrôleurs, ça se fait en interne, on ne voit pas. Sur les CDJ, on est obligé de brancher en RJ45, mais on a la synchro aussi. Hein. Donc voilà, c'est pas parce que les gars bossent en CDJ que c'est des pros, qu'il n'y a pas de synchro. Il y a la synchro exactement pareil grâce au ProLink et ses cordons RJ45.
Au niveau des connexions, on continue. Qu'est-ce qu'on a? On a le Wi-Fi. Voilà comment ça s'affiche. C'est une connexion sans fil. Voilà, donc on peut, via son téléphone, avec un partage de connexion, via Internet avec votre modem. Voilà, l'icône, il est comme ça. Voilà, tout simplement, le Wi-Fi. Aujourd'hui, les standalone sont équipés de Wi-Fi et vous pouvez vous connecter sur Internet. J'ai fait des vidéos là-dessus avec le AZ et le Opus Quad. Très intéressant, notamment pour les streams, hein, notamment Apple Music. J'ai l'abonnement Apple Music. Je me connecte à Internet et je peux jouer les morceaux directement via le AZ. On a ensuite le Bluetooth. Donc voilà le logo du Bluetooth. Donc là, ça va être plutôt une connexion courte distance. On va se connecter avec les téléphones. On va se connecter avec des appareils, des écouteurs ou une souris. Vous voyez, c'est des petits appareils. Courte distance, je crois que le maximum c'est 10 mètres. Hein. Donc voilà l'utilité de Bluetooth. Donc bien sûr, pareil, avec le standalone, je pouvais envoyer via Bluetooth du son. J'avais Spotify sur mon téléphone, je lisais le morceau, ce morceau-là, via le Bluetooth, je l'envoyais dans mon Opus Quad et je passais la musique en direct. Et cela grâce au Bluetooth. Le software et le hardware. Vous nous entendez souvent dire ça, c'est un problème de software. Donc c'est Recordbox ou c'est Windows ou c'est OS X qui a un problème, ou hardware. Voilà, donc là vous le voyez via les dessins, le hardware, ben, c'est la carte vidéo, la carte mère, les RAM, la souris, le clavier, ça c'est du hardware. Vous voyez, vous avez schématiquement là, je vous le montre. Software, ben voyez, c'est Windows, c'est bon, McAfee, c'est l'antivirus, c'est Google Chrome, c'est Recordbox, c'est voilà la partie software et la partie hardware, la différence. Donc si on vous dit que c'est un problème hardware, ça sera plutôt vos RAM qui sont fatigués ou malades, ça sera votre carte vidéo qui est pas assez puissante ou les drivers qui sont pas à jour. Les drivers, c'est ce qui permet au software de discuter avec le hardware. Vous voyez, voilà en résumé le driver, à quoi ça sert. Et sur Windows notamment, il faut mettre régulièrement les drivers à jour. Et donc sur Windows, il y a régulièrement des mises à jour de drivers. Quand vous avez un problème, régulièrement, on vous le dit, c'est hardware ou software, ou carrément on vous dit c'est driver. Faites la mise à jour des drivers régulièrement. Dès que vous avez un problème, c'est simple, c'est qu'il y a une mise à jour software de Windows et ça ne discute plus avec votre hardware et souvent la carte vidéo est un peu à la bourre au niveau des drivers. Voilà la différence entre software et hardware. Le firmware. Le firmware, c'est quoi? C'est dans un appareil. Regardez, par exemple, là, j'ai le Flex 10. Et donc, sur le Flex 10, comme vous l'avez vu, update de DDJ Flex 10 firmware pour passer, pour le rendre compatible avec JPro. Vous voyez. Donc en fait, c'est le logiciel qui est à l'intérieur de l'appareil, carrément, qui va tout gérer. Voilà, donc on va plutôt parler ça de firmware. Lui, c'est lui qui gère tout, qui permet de tout faire discuter entre et qui permet de faire fonctionner. Sans firmware, le matériel ne marche plus. Donc attention quand vous faites les mises à jour, c'est que dès que vous lancez la mise à jour firmware, ne déconnectez pas. N'ayez pas de coupure de courant parce que ça va planter la mise à jour du firmware. Si la mise à jour est plantée, l'appareil ne fonctionne plus. Il faudra, dans ce cas, ouvrir le matériel, prendre les proms, flasher les proms et refaire la manip avec un programmateur. Donc là, c'est beaucoup plus compliqué. Il faut aller au SAV et tout. Donc, quand vous faites une mise à jour firmware, faites bien attention, ne déconnectez rien du tout. Et surtout, laissez bien finir la mise à jour du firmware. Ça, c'est important. Vous pouvez planter votre matériel. Si vous ne faites pas gaffe, si vous débranchez en cours de temps, quand il a commencé la mise à jour de firmware, vous débranchez, vous plantez la mise à jour, vous plantez votre matériel. Il ne marchera plus. Et là, il n'y a que le SAV en solution. Voilà, le firmware, c'est interne. Et ça, les firmware, il y en a dans tous les appareils, dans les CDJ. D'ailleurs, vous voyez régulièrement, hein, on balance sur le groupe mise à jour firmware des CDJ du Flex 10. Là, ben, récemment, pour le rendre compatible J, il a fallu faire une mise à jour. De l'Opus Quad, de la Z. La Z, quand il a été compatible avec Apple Music, il a fallu faire une mise à jour firmware pour rajouter la partie logicielle à l'intérieur qui va gérer la partie Apple. Vous voyez? Donc voilà, le firmware est très important. Attention quand vous faites les manips de ne pas planter. Quoi dire sur les bases informatiques? Toujours pareil, les raccourcis habituels. CTRL-C pour faire copier. Sur Mac, ça sera commande C. Pour coller, on fait commande V. Vous voyez, là, je suis en train de coller.
commande V pour coller. Sur Windows, ça sera CTRL V, CTRL C pour copier, CTRL V pour coller. Commande C pour copier sur Mac, commande V pour coller sur Mac. Commande A pour tout sélectionner. Ça, c'est un rappel, c'est les bases de l'informatique. Les essentiels, comme vous voyez, commande A, tout sélectionner, commande C, copier, commande V, coller, commande X, couper, commande Z, annuler, ça aussi c'est hyper important. Vous faites une mauvaise manip, vous effacez une playlist par exemple, vous touchez plus à rien, de suite vous faites commande Z ou CTRL Z et vous annulez ce que vous venez de faire. Ça fonctionne. Vous voyez, commande Q pour quitter, commande P pour imprimer, enfin voilà. Vous avez plein de raccourcis clavier, mais ça c'est la base, c'est les essentiels. Commande A, tout sélectionner, commande C, copier, commande V, coller, ça c'est la base informatique, il faut connaître ça par cœur. Il y en a encore sur le groupe qui demandent comment on sélectionne tout. Donc je vous ferai voir, je vous montrerai tout à l'heure dans Recordbox comment on fait, mais c'est la base de l'informatique. Tout le monde aujourd'hui doit savoir ces raccourcis clavier. Autre chose à voir pour les utilisateurs OS X, spécialement pour eux, hein, c'est assez spécifique sur OS X, et beaucoup vont sur Mac mais ne savent pas ça et ont des problèmes après au niveau du rendement de l'ordinateur car les logiciels sont encore ouverts. Donc vous voyez bien que là j'ai mon bureau qui, il n'y a rien du tout dessus et j'ai mon dock. Bon moi je mets mon dock à gauche, la plupart l'ont en bas, ça c'est pas important, mais regardez bien mon dock. Vous voyez qu'ici, il y a des petits points. Vous voyez, ici, il y a des petits points sur le bloc-notes, sur Recordbox. Pourquoi? Parce que Recordbox, là, il est sur une autre page. Bon, peu importe, mais vous voyez, ScreenFlow, il est ouvert, c'est normal, je suis en train d'enregistrer l'écran. Mais vous voyez que j'ai mon pack Office d'ouvert. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, aujourd'hui, j'ai Recordbox qui tourne, plus bloc-notes, plus le calendrier, plus les mails, plus Excel, plus, regardez, j'ouvre ce navigateur, voilà, il est en train de s'ouvrir. Je ferme le navigateur, mais non, il n'est pas fermé, il est toujours ouvert, j'ai le point. J'ouvre Chrome, voilà, regardez, vous croyez que vous fermez, je ferme, mais non, il est toujours ouvert. Ça permet quoi? De le rouvrir très rapidement. Vous regardez, j'ouvre Safari, pareil, je ferme Safari, mais non, il n'est pas fermé. J'ai le point d'ouvert, il est toujours ouvert. Voilà, donc faites attention à ça. On voit beaucoup trop de gars qui se disent, je comprends pas, j'ai 8 Go de RAM, 16 Go de RAM, Recordbox tourne pas, et quand on regarde leur dock, il y a 10 logiciels d'ouvert. Donc comment on fait pour fermer? Ben, tout simplement, on fait, vous voyez, Safari, quitter Safari. Voilà, là, Safari est vraiment fermé. Chrome, pareil. Alors, soit vous avez cette première solution, soit le raccourci commande Q. Voilà, et là, ça coupe. Vous avez vu, j'en prends un autre, regardez ce navigateur-là, je suis dans ce navigateur-là, commande Q, voilà, c'est fermé. Voilà, vous avez vu, donc plusieurs solutions à ça, hein, soit celle-là, Chrome, quitter. Il y a une autre solution, c'est ici, quand vous voyez partout, il y a les points, mais vous faites clic droit, quitter, et là, vous voyez que le point disparaît. Les mails, clic droit, quitter. Vous voyez, tout disparaît, quitter. Voilà, et à partir de là, où vous n'avez plus rien, vous libérez de la RAM et votre Recordbox tournera beaucoup mieux. Voilà, pensez-y à ça, regardez bien dans le dock tout ce qui a été ouvert, vous avez le point, donc ça veut dire Excel, je l'ai ouvert tout à l'heure, j'en ai pas besoin, mais regardez, il est encore ouvert. Si je clique dessus, j'apparais instantanément, bien sûr, donc ça me bouffe de la RAM. Je quitte Excel, vous voyez, il y a pile au point, si je veux le rouvrir, ben c'est un peu plus long, c'est une demi-seconde, 2 secondes plus long, mais il n'était pas ouvert. Là, il est ouvert, c'est instantané. Vous voyez? Voilà pourquoi, attention sur votre dock, il ne faut pas de petits points qui s'affichent. Autrement, ça veut dire que les logiciels sont ouverts, ça bouffe de la RAM. Et on le sait, aujourd'hui, Recordbox, il faut beaucoup de RAM, surtout si vous utilisez les stems. Donc, attention à ça, ça c'est spécial Mac User. Windows ne le fait pas, il ferme tout, lui, à chaque fois que vous fermez. Mais Mac, non, ben, ça permet de travailler plus vite, de réouvrir les logiciels. Mais à côté de ça, ben, ça cause des problèmes. Ça prend de la RAM. Voilà, maintenant on va plus précisément dans la partie DJing et pour commencer, bien sûr, on va parler matériel avant de rentrer dans tous les termes employés. On va voir un petit peu quelques termes là, mais on va surtout parler du matériel. Donc pour pouvoir tourner dans le DJing, on a plusieurs matériels disponibles
Pour commencer, on a des platines. À l'époque, on avait des platines vinyles où on mettait des galettes vinyles et on tournait. Au jour d'aujourd'hui, on tourne avec des clés USB, des MP3 ou des Wave. Et on a ce matériel-là qui permet de piloter les clés. On n'a plus de CD. Le CD a été abandonné parce qu'il fallait graver, bon, c'était déjà mieux que les vinyles parce qu'on pouvait graver ces CD, mais ça prenait du temps. Aujourd'hui, grâce aux clés USB et les MP3 320 ou le Wave ou les FLAC, on arrive à avoir de la bonne qualité. Et donc, on va travailler avec ce matériel-là, ces platines MP3 qu'on va communément appeler des CDJ. Sur Pioneer, on va appeler ça comme ça. Vous le voyez ici en bas, c'est marqué. Celle-là, c'est la CDJ 3000. On branche la clé USB ici ou on met une carte SD. On a un écran ici qui permet de nous afficher les waveforms que vous voyez ici, les waveforms avec les grids. Je vais en reparler dans Recordbox et dans le AZ tout à l'heure. On a quoi? On a des pads ici, donc c'est différent sur les contrôleurs, on va le voir tout de suite après. On a des pads pour les hot cues ici. Les hot cues, ça permet quoi? Je vous montrerai sur le AZ tout à l'heure. On a bien sûr le fameux jog ici. Ça permet de simuler comme avant, où on avait les platines vinyles, on mettait les mains sur la galette vinyle, on pouvait faire du scratch, avancer rapidement, reculer rapidement ou accélérer un petit peu le morceau. Ben ici, c'est pareil. Si on met la main sur le plateau du dessus, on arrête la musique, on peut scratcher. Si on met la main sur la corolle ici, ça s'appelle comme ça, la corolle du jog, on peut accélérer ou ralentir le morceau à l'instant T et instantanément. Voilà, on a ici un pitch. Voilà, ça c'est le pitch qui va permettre quoi? D'accélérer ou de ralentir le tempo, donc d'accélérer ou de ralentir le morceau. De ce fait, le tempo va s'accélérer ou ralentir. On a ici le bouton play, le bouton cue, les track search, donc pour avancer, pour changer de morceau. Ici, le beat jump pour avancer de 4, 8 ou 16 temps dans le morceau. On a ici les boutons qui permettent de faire des loops. Le bouton, l'entrée du loop, la sortie du loop. Et là, on a notre loop, c'est une boucle, ni plus ni moins. Je vous montrerai tout ça avec le AZ. Et on a bien sûr ici des loops automatiques. Ici, une loop 4 temps et ici, une loop 8 temps. Voilà, on appuie là. Crac, il nous fait d'office une loop 8 temps et on sort de la loop ici. Quoi dire de plus là-dessus? Voilà, donc c'est la fameuse CDJ 3000, la dernière en date, au jour d'aujourd'hui où je tourne cette vidéo. Donc, on a une CDJ qui va nous permettre de piloter, de jouer la musique, mais pour ça, il faut, bien sûr, on ne va pas jeter ça directement dans les amplis. On va passer par une table de mixage que voici. La table de mixage, elle sert à quoi? Elle sert à mixer plusieurs sources de son. Vous voyez, on a 4 entrées ici, on peut rentrer 4 platines, on peut rentrer ce qu'on veut, mais voilà, à partir de là, on peut mélanger 2 sources de son dans le sens où la base du métier du DJing, c'est de faire des mix au tempo. Donc, on va accélérer les morceaux ici, la platine de gauche réelle, vous voyez ici, elle est à 124, la platine de droite, on la mettra à 124 en accélérant sur le pitch, et ensuite, il ne restera plus qu'à faire correspondre les grids exactement pour envoyer au tempo. Je vous montrerai ça pareil avec le AZ de tout à l'heure. Voilà, donc table de mixage, ça c'était donc les premiers matos sortis avec Pioneer et ça a été une révolution, moi qui fais partie des anciens qui ai commencé à mixer avec des vinyles quand ils ont sorti la CDJ 1000 avec ce fameux jog. Pour nous, c'était une révolution, c'était vraiment génial. On pouvait scratcher, on pouvait avancer, on avait pratiquement la sensation du vinyle. Ça a été une grosse révolution de Pioneer quand ils ont sorti ces platines-là. Donc, une platine à gauche, une platine à droite, la table de mixage au milieu. Tout ça, ça part via des prises XLR dans les amplis dans les enceintes. Et c'est parti avec la musique. Mais ils ont voulu simplifier tout ça, notamment pour les disques mobiles. Et ils ont créé, regardez bien, les contrôleurs. Ça, c'est un contrôleur. Comme vous le voyez, c'est le DDJ Flex 10. Voilà. Il a quoi? Pareil, vous pouvez voir qu'il a les 2 jogs. En fait, il a les 2 platines et la table de mixage, tout ça en un, sans aucun raccordement entre eux. Tout est compris à l'intérieur. Table de mixage ici, les jogs. Alors vous voyez, on a les jogs pareils. Vous voyez qu'ici, les pads sont différents avec plus de fonctions. On a les hot cues,
comme sur la CDJ. On a des pas d'FX, on a des beat jump, on a des samplers, on a plein de bonnes choses. Mais ça, on en reparlera. J'ai déjà fait des vidéos là-dessus. Mais ça, c'est vraiment pour les débutants, pour qu'ils arrivent bien à comprendre la différence entre une CDJ, entre une DJM, entre un contrôleur et entre un standalone. Tout est en interne. Donc, pour les disques mobiles, c'est très pratique. Le seul cordon extérieur, en fait, il y en a 3. Il y a 2 cordons XLR pour aller aux amplis, mais ça, on l'avait déjà dans les DJM. Et on a un cordon USB qui va sortir ici, un cordon USB qui va se brancher à l'ordinateur. Et comme on le dit, c'est un contrôleur. Il va contrôler Recordbox de votre ordinateur. Voilà, via avec le mode performance. Voilà. Donc ça, on est bien d'accord, c'est un contrôleur, le DDJ Flex 10. Et pour terminer, on a voilà les standalone. Voilà, c'est bien pour comparer la différence. Vous voyez ici, il a quoi de plus? Mais il a un écran de plus. Il a un firmware sophistiqué, un logiciel en interne, et lui, il pilote carrément tout. On arrive avec notre clé USB ici, même une clé non analysée. Le standalone va analyser les morceaux, va tout afficher les waveforms, et vous pourrez jouer. Bien sûr, il est conseillé d'analyser ces morceaux avant via Recordbox, de les exporter sur clé USB, de créer cette clé USB Recordboxée, de la mettre dans le standalone, et à partir de là, ça sera très utile, notamment au niveau de la recherche, au niveau des playlists que vous pourrez créer sur Recordbox, alors que si vous venez avec une clé vierge, vous n'avez pas tout ça. Donc, donc bien sûr, c'est bien un standalone, on dit bien qu'il n'y a pas besoin d'ordinateur, mais pour bien travailler, on aura quand même besoin d'un petit ordinateur, pas la peine qu'il soit bien puissant, comparé au mode performance, mais on aura besoin d'un petit ordinateur pour analyser les morceaux et créer ces playlists. Vous allez voir tout à l'heure dans la partie logiciel, dans la partie Recordbox, les playlists, à quoi ça sert. Et ces playlists-là, grâce à l'analyse de Recordbox et à l'export sur clé USB pour créer ces clés USB Recordboxées, vous retrouverez ces playlists dans le standalone. Il sera capable, lui, grâce à son firmware, d'aller chercher les playlists dans la clé USB, et à partir de là, vous pourrez travailler beaucoup mieux, vous aurez une puissance de recherche beaucoup plus importante et rapide. Voilà donc le standalone. Un petit rappel, on révise le contrôleur, voyez la différence, la table de mixage et la platine, la CDJ chez nous. Table de mixage, la DJM, le contrôleur, le dernier en date, le DDJ Flex 10, qui lui pilote les stems en plus. Ça, c'est la Rolls des contrôleurs au jour d'aujourd'hui. Et ici, on a le standalone, le XDJ AZ, c'est le dernier en date aujourd'hui. Là aussi, c'est la Rolls des standalone en 4 voies. 4 voies autonomes, vous pouvez piloter 4 decks sans aucun problème. En branchant une clé USB, vous pouvez avoir 4 sources de son. Vous pouvez avoir 4 sons en même temps. Évidemment, ce n'est pas facile à gérer. On choisit les decks ici, deck 1, deck 3, deck 2, deck 4, mais c'est possible. Voilà au niveau matériel. On va aller voir au niveau Recordbox maintenant et continuer dans les termes assez spécifiques. Voilà, on se retrouve donc sur Recordbox et on va faire le tour de quelques termes DJ spécifiques. Et on commence donc sur Recordbox et je ferai pareil sur le XDJ AZ dans la foulée. Donc, qu'est-ce qu'on voit en haut? Donc ici, on a pour afficher quelques options. Vous n'avez qu'à cliquer, il n'y a rien de bien compliqué. Donc, on a les waveforms. Ça, c'est des waveforms. Ça montre graphiquement la forme des ondes. Voilà, en bleu, vous avez les basses. En orange, c'est les médiums. Et en blanc, c'est les aigus. Voilà, là, je suis en mode 3 bandes. Mais voilà, donc ça, c'est la waveform. Vous pouvez arrêter le morceau quand vous jouez, revenir en arrière, scratcher, faire ce que vous voulez. Voilà, c'est la grosse waveform. Platine gauche, platine droite. Ici, on a la petite waveform. Elle nous sert à quoi? Elle nous sert à voir où on en est dans le morceau et éventuellement avancer dans le morceau. Vous voyez, je peux avancer dans le morceau. Quand je joue, la tête de lecture, je vois la tête de lecture là qui avance et je sais donc où j'en suis dans mon morceau.
Cette waveform, on a deux façons de l'afficher. On a l'affichage horizontal. Avantage de l'affichage horizontal, c'est qu'on peut voir vraiment ce qui arrive, s'il y a un break qui arrive, s'il y a un drop qui arrive. On peut le voir ici aussi, mais c'est moins évident. Inconvénient, c'est qu'on a des petits pads, on a un petit jog, on a la partie loop qui est petite. Et donc, ces deux waveforms prennent de la place et on a moins d'affichage au niveau de la playlist. Donc, la solution, elle est simple. On passe en mode vertical. Regardez bien. Voilà, le mode vertical. Je n'ai plus les waveforms en haut. Je les ai verticales. Donc, inconvénient, mais je ne vois pas ce qui arrive, ce qui est en train d'arriver. Je le vois ici, mais bon, effectivement, on ne le voit pas. Par contre, au niveau des loops, on est plus gros. Au niveau de la waveform et de l'affichage du BPM, on est plus gros. Au niveau des pads, c'est plus gros. Et surtout, au niveau de l'affichage des playlists, vous voyez, on peut en rentrer encore beaucoup. Regardez, je retourne en mode horizontal. Regardez, je perds au moins 3 affichages, si ce n'est plus, dans l'affichage horizontal. Regardez la grosseur et l'affichage des BPM, c'est un peu plus petit. Voilà, là, regardez, c'est plus gros. Voilà pourquoi, personnellement, je préfère tourner en mode vertical, affichage vertical. Les morceaux, je les connais. Et si vraiment j'ai un doute, je me sers de ces waveforms ici qui sont plus grosses que le mode horizontal et j'arrive à voir ce qui se passe. On continue, on descend. Ici, on a toute la partie loop. La partie loop, donc en mode automatique ou en mode manuel. Mode manuel, je vous montre, c'est simple. Je choisis le moment d'entrée, de sortie de la loop. Hop, hop. Là, j'ai mis une 4 temps. Voilà, et là je sors. Voilà, la partie automatique, c'est plus simple. Je règle ma loop que je veux en premier. En général, c'est du 8 loops. Je envoie mon morceau et j'ai ma boucle de 8 loops qui est faite. Je peux l'allonger comme je veux. Vous le voyez ici. Je peux la rétrécir. Et je sors en recliquant dessus. Voilà pour les loops, donc très intéressant, notamment, vous voyez, moi j'ai mis une loop ici, que voici en 8 ans, pour préparer le mix si je suis à la bourre, que je suis en pleine animation, le morceau se finit, bim, je clique là, je crée ma loop et je suis peinard. Pour avoir le temps de mixer tempo, on continue, on a ici les hot cues. Les hot cues, c'est des points que l'on pose à différents endroits du morceau. Vous voyez ici, j'ai le point A et le point B, ce sont les mêmes, mais presque. Regardez, ici, je suis au milieu et j'ai mon B au niveau de la grid. Pourquoi? Parce que j'ai posé un hot cue là pour bien commencer au début du son que je veux faire ressortir. Effectivement, là on ne le voit pas trop, mais vous voyez ici, j'ai bien le A et le B, c'est fait exprès. Et ces fameux hot cues, l'avantage qu'ils ont, c'est qu'on peut avancer dans le morceau. Vous voyez? Je sens que ça prend un peu trop de temps. Voilà, et j'avance, c'est inaudible à l'oreille du public et on fait ce qu'on veut. Ce sont les hot cues très intéressants. C'est une sacrée invention pour nous. Avant, quand on tournait avec les vinyles, on était obligé d'attendre le break, on était obligé d'attendre le drop. Là, on peut, grâce au hot cue, aller avancer dans le morceau, reculer, faire ce qu'on veut. On a ici le jog, bien sûr, qui affiche donc le BPM battement par minute. Là, on est à 120. Dans les battements, c'est ici, vous voyez le... Ici, ça se voit mieux, on voit bien le beat qui monte. Et voilà, donc les battements par minute, c'est un calcul que le logiciel fait à temps de chic poum par minute. Voilà, pour l'expliquer, c'est pas évident. Donc voilà, battement par minute ou beat par minute. Ici, c'est le pourcentage quand on augmente la vitesse ou pas, comme vous le voyez. Voilà, on clique 2 fois, on revient au normal. Ici, on a le slip. Alors, le slip, c'est quoi? C'est, regardez bien, c'est si j'arrête, vous voyez le trait qui continue d'avancer. Voilà. Vous avez vu? Ça, c'est le slip. Ça permet de faire des effets et de continuer dans le temps de la chanson. Vous voyez? Le morceau continue à se lire et j'y reviens. Si je ne mets pas le slip, le morceau s'arrête. Je fais mon scratch, je fais ce que j'ai à faire et je repars à l'endroit où je m'étais arrêté. Le slip, lui, permet de faire, voilà, notamment intéressant lorsqu'on fait des boucles.
voyez, je fais ma boucle, voilà, le morceau continue, je lâche ma boucle, voilà, on appelle ça le slip loop. On l'a dans les effets ici au niveau des pads. Au niveau des pads, donc j'ai parlé des hot cues, mais on a plein de fonctions. On a les pads FX, on a le slicer, on a le beat jump, on a le beat loop. Voilà, c'est quoi tout ça? Le pad FX, eh tout simplement en cliquant, on joue sur des effets. Le slicer, alors ça, je l'ai expliqué dans une vidéo, j'y reviens pas parce qu'on s'en sert très rarement. Le beat jump permet d'avancer dans le morceau tout en étant inaudible pour le public. Regardez, vous avez vu, j'avance d'un temps, j'avance de 2 temps, j'avance de 8 temps. C'est très intéressant lorsqu'on est à la bourre ou qu'on cherche des morceaux ou si on n'a pas posé d'autres cues, ben ça permet d'avancer ou de reculer, vous voyez, de 8 temps. Donc ça, c'est le beat jump. Le beat loop, ben là, c'est des loops, tout simplement. Hein. Vous voyez, voilà. C'est des loops qui sont déjà prêtes, vous voyez, de 2 temps, de 1/16e. C'est ni plus ni moins que ici, mais c'est déjà prêt. Voilà, on les a sur les pads. Et ensuite, plein d'autres fonctions qui sont beaucoup moins utiles pour ceux qui jouent avec des contrôleurs. Je vous invite à aller fouiller un petit peu, vous allez voir, voilà, ça se passe ici, vous avez tout. Ce qu'on se sert le plus, c'est des hot cues, des pads FX, du beat jump, du beat loop. Autre chose importante, et j'y reviens, le quantize. Donc c'est ici le quantize. C'est quoi? Vous voyez que ici, par exemple, je suis là, je pose un hot cue sans quantize. Alors je vais le reposer. C'est pas facile parce que j'ai l'oreille, donc voilà. Vous voyez que mon hot cue est posé au milieu, donc c'est vraiment pas pratique. Le quantize permet de coller à la grid. La grid, c'est cette partie-là, cette grille-là que vous voyez ici, 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 avec le triangle rouge. Voilà, ça c'est la grid. Regardez, j'efface mon quantize qui est donc au milieu, j'efface mon hot cue qui est donc au milieu. Regardez, j'ai le quantize, je suis au même endroit. Le fait d'avoir le quantize, le hot cue va être posé sur la grid. Regardez, hop. Vous voyez, c'est quand même beaucoup mieux pour lancer un hot cue. Voilà. Si vous voulez lancer vraiment un hot cue à partir du moment où le gars il chante là, ben, vous enlevez le quantize et vous posez vraiment. Voilà, ça c'est des questions qu'on a régulièrement. De là, je vous montre. Le quantize, c'est ici. C'est pareil pour les loops. Hein. Regardez la loupe. Je n'ai pas le quantize activé. Je pose ma loupe 8 ans. Elle la prend directement de là où je suis. Bien sûr, la loupe est propre. La boucle est propre. Mais je ne suis pas sur la grid. Donc, lorsque vous allez vouloir enchaîner tempo via le hot cue, le mix tempo ne se fera pas. Donc, j'efface. Ici, je mets mon quantize, regardez, je pose ma loupe, elle se pose bien sur la grid, et à partir de là, si je veux mixer tempo avec le morceau suivant, ça va être calé vraiment super bien avec le bouton Beat 5 qui est ici. Voilà. Voilà la fonction Slip, on l'a vu, la fonction Quantize, on l'a vu, la fonction Master Tempo, MT ici, c'est quoi? C'est la fonction qui va permettre de garder la tonalité. Regardez, si j'accélère un morceau, vous avez entendu, la tonalité change. Le fait de mettre le master tempo, la tonalité ne va pas changer. La vitesse va changer, mais sans changer la tonalité. Ça aussi, c'est génial. Vous voyez, je suis à 139. La tonalité reste. Chose que l'on n'avait pas sur nos platines vinyles à l'époque. Et c'est pour ça que les platines vinyles étaient bloquées à plus 8, moins 8. On arrivait via le curseur à l'intérieur à la montée à plus 10, moins 10. Mais la tonalité chantée, ça faisait pas propre. Donc on était obligé de tourner à 2-3% au niveau des mix tempo pour que ça fasse propre. Aujourd'hui, grâce au master tempo, on peut carrément varier dans les tempos et ça, c'est vraiment une fonction. Personnellement, je l'applique tout le temps. Elle est tout le temps activée, ainsi que le quantize. Voilà, c'est deux fonctions très intéressantes. Ici, sur la gauche, on a des playlists, comme vous pouvez le voir. Donc, les playlists, ça sert à quoi? Ben, c'est chacun ses avis. Vous voyez, moi, j'aime best-of ado, j'aime best-of reggaeton, j'aime best-of souvenirs, j'aime best-of électro, j'ai années 80, années 70, 2018, 2019, 2020. Vous voyez, j'ai tous mes morceaux qui sont là. Voilà, ça permet, au lieu de taper dans la recherche, de vraiment
déjà voir ce qu'on veut. Si je fais une série 2018, j'ai tous les tubes des années 2010, de l'année 2018 ici, et ainsi de suite. Comment on crée une playlist? Ben, c'est tout simple, je suis là, je fais clic droit, créer une nouvelle liste de lecture, je tape ce que j'ai à taper, voilà, ma liste de lecture est faite. À partir de là, je prends le morceau que je veux, je le mets dedans, et ainsi de suite. Ça, c'est du rappel. Voilà, les playlists sont là. Je vous rappelle, ce ne sont que des fichiers texte où sont mis l'endroit des fichiers, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, vous pouvez très bien supprimer la liste de lecture, mais pour autant, vous n'allez pas supprimer le morceau, vous ne craignez absolument rien. Voilà, ça, ce sont donc les playlists avec les dossiers de playlist. Voilà, donc ça, j'en ai parlé dans plusieurs vidéos. Je ne reviens pas là-dessus, on étudie vraiment les termes. On parle aussi de latence, notamment, surtout au niveau du mode, contrôleur performance. La latence, c'est le temps de réaction que va mettre le logiciel par rapport à votre action sur le contrôleur. Je m'explique, vous faites du scratch sur le contrôleur. Si vous avez une latence trop longue, ça prendra du temps. Donc la latence, elle se trouve ici dans la configuration audio, l'onglet audio. Ici, 512, voilà. Si vous avez une petite latence, ça va réagir directement, mais vous risquez d'avoir des micro-coupures au niveau son. Si vous avez une grosse latence, donc une mémoire tampon qui est plus grosse, pas de micro-coupure, vous risquez rien, bien sûr. Par contre, la réaction par rapport au jog sera plus longue. Donc, personnellement, après plusieurs tests, la moyenne, c'est la 512. Là, ça réagit vraiment bien. Si vous avez un ordinateur très puissant, très actif, vous pouvez baisser la latence. Si vous avez un vieil ordinateur, augmentez-la. Mais si vous faites du scratch, bien sûr, ça ne marchera pas. Donc voilà, ça c'est vous qui voyez. La moyenne au jour d'aujourd'hui, c'est la 512 qui vraiment passe partout. Voilà, la latence ou le temps de réaction qui se règle dans la mémoire à tampon. On va parler ensuite des drums. Qu'est-ce que c'est que les drums? Ça se passe au niveau des stems. Donc je vais dans les réglages extension, j'active les stems. Donc, vous le savez, à chaque activation de stem, ça vide les decks. Voilà, je mets un morceau. Alors, je prends toujours. Voilà, à partir de là, donc j'ai mis mon morceau. Vous voyez ici le trait bleu qui avance sous la petite waveform. Ça signale l'avancement de l'analyse. Si je lance ici, même si je lance les stems, ça ne marchera pas parce que le trait bleu n'est pas encore arrivé. Ici, vous voyez que c'est arrivé. Donc, si je lance ici, voilà, j'ai bien mes stems qui marchent. Et si je coupe tout, j'ai vraiment que les drums. Là, j'ai plus rien. Là, j'ai que l'instrumental. Et là, j'ai le vocal. Mais bon, comme il n'y a pas de vocal, voilà. Si je lance ici, vous voyez, j'ai tout coupé. Et pourtant, ça marche. C'est normal, c'est pas analysé. Regardez, ça va y arriver. Et ça va tout couper. Voilà, vous avez vu, là j'y suis, ça m'a tout coupé. Normal, j'avais tout coupé. Et là, je remets. Voilà, l'avancement, et vous entendez les ventilateurs qui tournent, hein, ça pompe énormément sur les ressources. Alors pour ceux qui mixent toutes les 30 secondes, c'est compliqué, effectivement, et vous arrivez peut-être à avoir même des hachures à un moment donné au niveau du son. Hein, ça prend énormément de temps, enfin énormément, ça prend du temps. Hein. Plus l'ordinateur est puissant, plus il y a de RAM, ça sera rapide. Hein. Mais ceux qui mixent des morceaux toutes les 30 secondes, ça va être compliqué si vous travaillez avec les stems. Voilà, donc dans les stems, on a quoi? On a les drums, on a le vocal, on a l'instrument. Voilà, donc les drums, c'est tout simplement, ben voilà, vous allez... Voilà, là, vous avez les drums, vous avez la batterie, en fait, tout ce qui fait partie des drums, des batteries, hein, avec les snares, avec les caisses claires, avec tout. On a ici l'instrumental et on a le vocal, donc là, c'est pas compliqué. Donc, je voulais surtout vous expliquer au niveau des drums. Beaucoup posent la question, c'est quoi ce truc? Vocal et instrument, donc c'est vraiment la partie des stems. On va passer maintenant sur le standalone, le XDJ AZ, et je vais vous remontrer tout ça, où ça se situe sur le standalone, comment ça s'active, comment ça désactive, notamment les stems. Mais ça, les stems, il faut être branché, mais je brancherai mon ordinateur en mode perf sur l'XDJ AZ pour vous montrer le fonctionnement des stems sur le AZ. Mais ce n'est pas sa principale fonction. Hein. Le XDJ AZ est un standalone, il est fait pour tourner en mode standalone.
Ça veut dire donc en clé USB ou en mode export. Le mode export, vous l'avez ici. Voilà, je vais passer en mode export. Voilà, je suis en mode export. Je peux brancher ça sur mon ordinateur, sur mon standalone et envoyer les morceaux. Mais on va voir ça tout de suite. On va sur mon standalone, l'XCDJ AZ, et je vous montre tout ça. Voilà, on se retrouve sur la AZ. Donc vous voyez le standalone. Pourquoi? Parce que vous voyez, j'ai aucun contrôleur, j'ai aucun ordinateur de branché. Je vais travailler avec ma clé USB, ma dual drive. J'en ai déjà parlé. Que voici. Donc je branche ma clé ici. Ici, la source va clignoter quand il aura repéré la clé. Vous voyez, ça clignote. On me dit attention à quelque chose. Voilà, ici, crac, je rentre. Ici, vous pouvez voir, j'ai toutes mes playlists. Voilà l'avantage du mode export. Je n'ai pas d'ordinateur branché. J'ai tout dans ma clé. Je l'ai exporté via le logiciel. J'en ai déjà parlé. Je ne vous montre pas la manip, mais voilà, je vous montre tout ce que j'ai. Voici mes playlists et voici donc les morceaux. Ici, à gauche, j'ai tout ce qui peut matcher avec la deck 1 et la deck 2. Je peux faire un tri par BPM, un tri par artiste, un tri par rating, donc mes flèches, mes étoiles 4, 3, 2 ou 1, etc. Le mode folder, si j'ai des morceaux qui ne sont pas analysés, ainsi de suite, et l'historique. Voilà ce que j'ai joué. Là, il y a une petite historique, peu importe. Mais voilà, ici, je suis bien dans mes playlists. Je vais chercher mes morceaux pour mes vidéos. Vous voyez, je suis bien. J'ai la waveform ici dans laquelle je peux écouter les morceaux sans les mettre sur la deck. Ça, c'est une spécialité de l'Opus Quad, de l'Omniduo et du AZ. La CDJ 3000 avec la 900 Nexus 2 le fait aussi. Et la A9 aussi, bien sûr. Donc, vous voyez, le fait de cliquer là, je peux écouter les morceaux sans les charger dans la deck. Ici, bien sûr, on a les morceaux. Vous voyez, tout est tactile. Hein. On peut faire avec la molette aussi. Mais voilà, avec la main, c'est beaucoup plus rapide. Donc, pour charger le morceau, soit je fais un double-clic. Vous voyez, là, je le mets sur la deck 1. Voilà. Soit, deuxième solution, je vais ici et je charge là. Je peux aussi charger sur la deck celui-là 4 et celui-là sur la deck 3. Vous voyez, là, j'ai tout de chargé, mes waveforms. Deck 2, deck 4, comme vous pouvez le voir. Deck 1, deck 3, comme vous pouvez le voir. Vous voyez, ça switch facilement. Ici, je peux afficher mes 4 decks, comme vous le voyez, ou 2. J'ai le raccourci sur l'écran. Ça, c'est vraiment super génial, chose qu'on n'a pas sur l'Opus. Voilà, donc ça, c'est une présentation du AZ que j'ai déjà faite, on ne va pas y retourner, mais voilà. Donc ici, vous voyez les waveforms, donc voilà, ici, ben, je ne fais pas grand-chose. Ces mêmes waveforms, je peux faire un loop, ça permet un zoom, pardon, je peux faire un zoom, ça permet de bien voir les waveforms, comme vous pouvez le voir. Je peux diminuer pour voir ce qui arrive, bien sûr, et je peux me mettre, voilà, donc moi, en principe, je fais à fond -2, voilà, je suis à peu près comme ça. Ici, vous avez le jog, voilà, qui permet de scratcher, de faire ce que vous voulez. Vous le voyez en direct sur la waveform devant vos yeux. Vous avez le mode vinyle, je le fais ici. Ça, on le verra mieux. Mode vinyle ou mode normal, ça veut dire quoi? Ben, là, je suis pas en mode vinyle, donc j'ai beau faire, je ne vais pas scratcher. Je peux accélérer ou ralentir le morceau, vous voyez, mais le plateau n'arrête pas. Je n'ai mode vinyle comme si on avait un vinyle, vous voyez, c'est ça. Donc là, je n'ai pas le mode vinyle. J'active le mode vinyle. Vous voyez ici, ça passe en bleu. Là, j'ai le mode vinyle, c'est marqué. Et à partir du moment où je touche le plateau, voilà. Pour accélérer, je me sers de la corolle. J'accélère ou je ralentis. Voilà, mais on ne fait pas comme ça, autrement, vous voyez, j'arrête. Hein. Ou alors, j'enlève le mode vinyle, je peux accélérer comme ça. Ça, c'est une manière de travailler, mais effectivement, nous qui avions l'habitude de travailler avec des vinyles, ben, on fait comme ça. On retrouve toute la sensation que l'on avait avant. On avait le vinyle et on accélérait sur la corolle de la Platine Technics. Hein. On faisait comme ça. Donc, on retrouve vraiment ces fonctions grâce à ces jogs qui sont vraiment super bien faits. Donc, les waveforms, on en a parlé. La grosse waveform, elle est là. La petite waveform, elle est là, qui permet, pareil, d'avancer dans le morceau. Hein. Si je fais play, vous voyez, là j'ai avancé dans le morceau, là j'ai avancé dans le morceau. Donc c'est pareil comme sur le logiciel, on retrouve les mêmes fonctions. On retrouve les pads ici, donc les pads avec les hot cues, comme vous pouvez le voir. Mais on a aussi les beat loops, on a aussi les slip loops. Les slip loops, c'est la loop, mais le morceau continue de jouer. Vous voyez, là je fais là, hop, ça continue et je continue à jouer là-bas. La loupe, là, ça arrête là où c'est et ça ne bouge pas. Voilà. Avec des effets, les beat jump pour avancer dans les morceaux. Bon, ça, voilà, on a plein de raccourcis. Alors,
Ces pads, ils sont là, ils sont bien, ils sont en couleur. Effectivement, sur l'Opus Quad, on a juste des pads comme les CDJ 3000 qui ne servent que au hot Q et au stem via un paramétrage que j'ai fait. Mais bon, voilà. Donc, on a parlé des pads, on a parlé du fameux jog, le réglage de la dureté du jog. Les loupes, là, pour le coup, elles sont ici, vous voyez. J'ai la loupe automatique 4 temps, la loupe automatique 8 temps, que je peux multiplier par 2 indéfiniment ou regardez, vous voyez, voilà, diminuer, regardez, et pour sortir, c'est ici, voilà. Ou en manuel, comme vous le voyez, là, j'ai fait un manuel. Donc, je rentre, je sors, voilà, là, et je sors. Ou en automatique 4 temps, que je diminue, et je sors 8 temps, que j'agrandis ou que je diminue aussi, et je sors. Chose importante aussi, j'ai vu dans pas mal de... Voilà, dans pas mal de posts, les gens ne comprennent pas. Le morceau joue, ils arrêtent le morceau, et ça fait ça. Ben, tout simplement parce que il n'est pas en mode vinyle. C'est le premier mode qu'on avait qui permettait de caler réellement pour envoyer pile poil au morceau à l'époque où on n'avait pas le quantize. Donc, vous voyez, donc... Pensez-y, quand vous entendez ça, passez en mode vinyle et c'est fini. Vous n'avez plus ce fameux bruit-là. Voilà, ce n'est que ça, tout simplement. Mais voilà, c'était une petite piqûre de rappel. On va parler maintenant, donc on a vu à peu près donc les waveforms, on a vu tout ce qui est jog, on a vu les pads, on a vu les loops. On va parler des FX, et les FX, il en existe plusieurs. Il existe les beat FX, il existe les pads FX, et il existe les Sound FX Color. Les beat FX, ça se situe ici. C'est pareil sur les DJM, c'est pareil sur le Plus Quad, c'est pareil sur beaucoup de contrôleurs et standalone. Voilà, les beat FX, c'est ici, ça s'active là, et on a là les réglages que l'on veut, avec en plus un réglage sur lequel on veut agir. Je peux agir que sur la voix médium, ou sur tout, ou que sur la basse, enfin au choix. Voilà, donc ici vous avez plusieurs effets ici, vous voyez, voilà, là il y a le modus. Voilà, on peut régler ici le son plus ou pas, et on coupe ici, voilà. Donc ça, c'est les effets BeatFX avec un petit pad X. C'est-à-dire dans le sens horizontal, je peux jouer dans le sens horizontal au niveau du pad du BeatFX. On a les Color FX, et les Color FX, c'est ici. Ce sont ces six boutons ici, notamment le filter, celui qu'on se sert le plus, quand on mixe. Passe haut ou passe bas. Voilà, ça c'est ce qu'on se sert le plus. On a le noise aussi. Hein. Voilà, je ne vais pas tous vous les passer, mais voilà. BeatFX, Color FX, c'est cette partie-là qui joue. Vous voyez, au niveau graphique, on ne peut pas se tromper. Hein. Donc c'est cette partie-là qui joue avec ici, pour balancer sur les voix, et les paramètres là. Voilà, Color FX ici, BeatFX ici, et PadFX, c'est tout simplement ici. Voilà, on a plein de PadFX, on a les beat loops, on a les slip loops, on a les beat jump, tout ça c'est des FX. Hein. On fait Shift, beat loop 2, slip, enfin voilà, on a plein d'effets ici aussi. Donc c'est quand même, voilà où ça se situe. PadFX, donc c'est sur les pads. Color FX, c'est ici, c'est 6 boutons. BeatFX, c'est ici, on se sert essentiellement le plus du BeatFX. Et sur l'Opus, on a le TouchFX, c'est un bouton où on va agir sur l'écran, mais vous voyez ici, on a un petit touche qui joue que sur la partie X. Sur le TouchFX de l'Opus, on va jouer sur le X et sur le Y, ce qui va nous permettre d'agir sur 2 paramètres en même temps, sur l'écho et passe haut, passe bas par exemple. Je vous ferai une capture tout à l'heure, je vous montrerai le touch FX de l'Opus Quad. Ils ne l'ont pas remis sur la Z, c'est vraiment dommage. C'est un truc que je ne comprends pas, mais enfin voilà, ils ne l'ont pas remis, ils n'ont mis juste qu'un X-Pad, c'est tout, hein, qu'en horizontal. Sur le Opus Quad, je vous montrerai tout à l'heure, on a le touch FX qui joue sur la partie X et sur la partie Y, et de ce fait, on peut jouer sur 2 paramètres en même temps. Voilà, donc ça c'était un petit rappel, hein, BeatFX, Color FX et PadFX. Les Q,
Différent des hot Q. Les hot Q, vous avez vu, c'est les boutons ici. Le Q, c'est tout simplement pour la préécoute. Voilà, on appuie ici et on a la préécoute qui sort sur le casque. Voilà, tout simplement, c'est ici. Au niveau des égaliseurs, alors on a les égaliseurs ici, basse, médium, aigu et le trim. Ça, c'est important, le trim, vous voyez, on ne monte jamais comme ça. Le trim, c'est quoi? C'est le niveau d'entrée sonore de la source sonore. Donc, si vous êtes à fond, je tape dans le rouge, je vais saturer, le son sera dégueulasse. Donc, on va maximum, allez, maximum midi, 1h, 13h, un maximum. En général, on se tient plutôt entre 11h et midi. Et là, comme vous pouvez le voir, hein, je reste dans l'orange, c'est très bien avec ce morceau-là. Mais voilà, il faut éviter tout simplement de taper dans le rouge. À partir du moment où vous tapez dans le rouge, là, c'est pas bon du tout. Vous voyez, là, je tape dans le rouge. Regardez, je suis à 14h, je tape toujours dans le rouge. Hein. 13h, je tape plus dans le rouge. Vous voyez, c'est très... Sur ce morceau, ça sera 13h maxi. Donc, faites travailler vos oreilles, regardez les vues-mètres et on évite de monter dans le rouge. Très important. On va préférer diminuer ici et monter le master. Le master, lui, c'est le son qui va sortir. Donc, s'il est propre déjà en entrée, il sortira propre à la sortie. Par contre, si vous montez ici et que vous baissez là, c'est pas bon du tout parce que là, on rentre, c'est le niveau sonore d'entrée. Il va saturer parce qu'on est dans le rouge. Alors ici, effectivement, vous ne serez pas dans le rouge, hein, mais vous voyez, je suis dans le vert, mais le son sera quand même dégueulasse car je sature ici. Donc, il vaut mieux diminuer là et monter là. Vous voyez, j'ai la même puissance et pourtant j'ai différencié. Mais là, au moins, j'ai un son propre. Car ici, vous voyez, je suis à peine dans l'orange, c'est très bien. Ici, je serai là, je baisse là. Bon, on l'entend pas trop, mais le son est dégueulasse. Donc, pensez-y, attention, le trim, c'est important. Suivant vos morceaux, vous avez les LED qui vous indiquent vraiment où vous mettre. On va parler maintenant du mode export. Je vous le fais à l'arrache. Vous voyez, j'ai un câble qui est branché. Voici mon ordinateur. Voici Recordbox en mode export. Vous voyez ici, j'ai le link. Hein, donc, je clique dessus. Voilà. Et là, comme vous le voyez, j'ai donc mes decks qui sont là. Donc, je prends un morceau. Je fais glisser dedans et vous l'avez vu en direct, ça a chargé le morceau. Hein. C'est pas bien compliqué. Ça, c'est le mode export. Hop, et voilà. En fait, l'ordinateur me sert de grosse clé USB. Ça charge le morceau dans le standalone. Et à partir de là, je peux piloter mon morceau comme vous le voyez. Voilà, je peux charger sans problème les 4 decks. Pareil, hein, et vous pouvez voir. Voilà, mes 4 decks sont chargés. Là, pour le coup, je ne travaille plus avec la clé USB. Je travaille en mode export via le câble USB. J'ai cliqué sur le link ici et là, je suis bien. À partir de là, j'ai toutes les fonctions du mode perf au niveau de la recherche, les morceaux associés, j'ai tout. Et il me suffit donc de faire glisser les morceaux sur la deck. Et comme vous le voyez en direct, ça se charge. Voilà, en direct, le mode export. Le mode perf, c'est quoi? Ben, je coupe le link. Voilà, là, je suis en train de couper la connexion. Mais pour autant, grâce au AZ, les morceaux sont restés dans le standalone car lui, il travaille tout en mémoire. Il charge les morceaux dans la RAM du standalone. Et là, je vais passer en mode perf. Et là, donc, à partir du moment où je suis passé en mode perf, le standalone passe en mode contrôleur. Donc, c'est lui qui va contrôler. Donc, je vais ici, Software Control, et je clique sur les boutons. Voilà. Et là, je suis donc en mode contrôleur. Vous voyez, je touche la molette. Vous voyez, ça bouge sur mon ordinateur. Je charge le morceau. Il se charge. Voilà, comme vous le voyez, je suis donc sur le mode performance. Vous voyez, je pilote le logiciel. Voilà, je vous fais ça à l'arrache. Mais là, vous voyez mon ordinateur. Ce n'est pas de la triche. Il est branché au cordon. Je pilote bien le logiciel. De là, pour le coup, mon standalone est transformé en contrôleur. Il fait quoi? Il contrôle le logiciel. Donc, je tourne avec ça, mais vous pouvez voir qu'au niveau... J'ai perdu tout ce qui est tactile. Hein. Donc, c'est quand même dommage hein, parce que la navigation via le tactile est très bien. Donc, je reviens avec ma molette et je charge les morceaux. Il n'y a pas de problème. Hop, voilà, le morceau est chargé. Vous l'avez vu sur la deck. Je joue ici, il n'y a pas de problème. Je peux scratcher. Donc là, il est passé en mode contrôleur. Bien sûr, il peut le faire, mais on perd tout ce qui est tactile. Bien sûr, grâce à ce mode-là, ben là, on se retrouve avec les stems. Hein. Vous voyez, les stems, ça se passe ici sur le Opus Quad. Il suffit de faire Shift, Beat Loop. On a les 3 couleurs de stems, comme vous le voyez ici. Donc là j'ai coupé les drums. Là, j'ai coupé l'instrumental.
Là, j'ai coupé le vocal, il n'y a pas de vocal. Et je peux jouer aussi ici. Grâce au mapping que j'ai fait, vous voyez, ici, j'ai mis... Voilà, là, il n'y a plus rien parce qu'il n'y a pas de vocal. Mais vous voyez, là, j'ai que l'instrumental. Là, j'ai que les percussions. Si je joue sur l'égaliseur, vous voyez la différence entre égaliseur et stem? Il y a carrément plus de drum. Hein. C'est l'intérêt, pour moi, l'intérêt des stems, et surtout là, pour les mix tempo, vous savez, on baisse les basses de ce qui rentre, les monte petits, et on baisse ce qui sort. Mais là, on travaille avec ça, et c'est carrément mieux, parce qu'on coupe carrément les drums. Voilà surtout à quoi pourraient me servir personnellement les stems. Ouais, mettre un vocal d'un morceau sur un beat d'un autre, ouais, ça va 5 minutes. Mais là, on fait vraiment des mix hyper propres. Voilà l'intérêt pour moi, surtout des stems, c'est qu'on peut couper les drums. Ne cherchez pas, c'est pas branché d'origine. Alors les pads là, c'est câblé d'origine. Les stems sur les EQ ici, c'est mon mapping qui a fait ça. Je l'ai donné dans une des vidéos sur le AZ. Vous faites une recherche sur ma chaîne YouTube et vous trouverez tout ça. Voilà donc la différence entre l'égaliseur où vous baissez les basses, mais vous coupez pas les drums, et les stems. Hop, on repart avec le morceau. Voilà, pas besoin de l'activer ici. Hein. Ici, vous voyez, ça tape encore. Hein. Ici, ça tape plus. Vous voyez, là, on entend toujours. Ici, j'ai plus rien. Voilà. Donc, ça me permet de travailler quand même avec les deux, si je veux, hein, vous voyez. Donc, c'est vraiment intéressant, les stems, notamment si vous avez une chanteuse, vous faites passer une chanteuse, vous n'avez pas la fonction karaoké, vous n'avez pas le karaoké, mais vous prenez le morceau normal, vous coupez un petit peu le vocal, vous le baissez un petit peu, et ça, c'est le top. Pour l'avoir déjà utilisé, je peux vous dire que les chanteurs, ils sont ravis de trouver cette fonction, ils sont d'ailleurs étonnés. Mais c'est vraiment super. Donc je travaille avec le AZ, et si à l'instant T j'ai une chanteuse, ben, je mets son morceau, l'original, et je coupe grâce au stem le vocal, et la chanteuse est ravie parce qu'elle va chanter sur un morceau réel, tout en baissant le vocal et en gérant un petit peu, et ça lui permet de travailler beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux que de travailler avec des morceaux retravaillés en karaoké. Voilà, là j'arrive à faire un karaoké vraiment super propre avec le morceau original. Si la chanteuse est un peu perdue ou le chanteur, je monte un peu le son, il se retrouve de suite et on rebaisse, c'est vraiment nickel. Voilà pour moi les stems, l'intérêt des stems, le plus gros intérêt à mon niveau. Je ne suis pas un remixeur fou, mais voilà. Donc je pense qu'on a fait le tour, on a vu le mode perf ici, le mode export, ben vous voyez, si je passe en mode export, il se passe quoi? Hop, attention, quand vous switchez, ça coupe tout, bah oui, ça coupe tout, c'est normal, voilà. Là, je repasse en mode export. À partir de là, j'attends que ça s'affiche ici. Une fois que c'est affiché, le voici, je clique sur Link. Et là, j'ai une grosse clé USB qui me permet d'envoyer les morceaux dans le standalone. Là, pour le coup, ce n'est plus un contrôleur. Là, c'est un standalone. J'envoie les morceaux dans la RAM du standalone et ensuite, je pilote vraiment tout avec le standalone. Voilà, là je travaille, vous voyez, ici il ne se passe rien, c'est la grosse clé USB, j'ai ma recherche par clavier, je l'envoie, j'ai toutes les recherches, je retrouve tout mon tactile comme vous pouvez le voir, c'est vraiment le mode par excellence, le top du top. Personnellement, je tourne comme ça. Lui, en mode export, parce que j'ai des morceaux qui ne sont pas forcément dans des playlists, du coup, ils ne sont pas dans la clé USB. Je tape ma recherche, je retrouve le morceau, je l'envoie direct, et je peux switcher comme ça deux clés USB en mode export, sans problème. Hein, j'ai une clé USB, je peux envoyer le morceau quand même à côté, il n'y a pas de problème. Là, il ne me le veut pas. Normal, il est en train de jouer. Voilà. Donc vous avez vu le mode export, vous avez vu le mode performance, vous avez vu le mode standalone grâce à cet excellent standalone AZ, vous avez vu les bits FX, vous avez vu les colors FX, vous avez vu les pads FX, tout ce qui est waveform, tout ce qui est playlist. Les playlists elles sont là comme vous pouvez le voir. Voilà, vu du standalone, hein, c'est pareil sur les CDJ. Je pense qu'on a fait le tour. Je pense que là, maintenant, vous serez performant. Bien sûr, la clé USB, pour créer une clé USB, on se sert du mode export. On va dans le mode export, on met la clé USB, on va ici en bas
et on exporte via ce menu. Mais ça, j'en ai parlé dans d'autres vidéos. Voilà, l'intérêt de travailler avec une clé Recordboxée, je l'appelais comme ça, c'est de retrouver toutes ces playlists, toutes les analyses. Dès qu'on met le morceau dans la waveform, on a le BPM qui est déjà calculé et surtout dans la recherche, c'est hyper pratique. Donc attention, vous pouvez travailler en mode folder à l'arrache. Dans un mariage, on vous amène un morceau, ben, bien sûr, vous le mettez directement dans le standalone. Il va analyser le morceau, il va vous sortir tout ça, il n'y aura pas de problème. Mais quand vous mettez 2-3 000 morceaux dans une clé USB, tout est déjà prêt, tout est déjà analysé. Et au niveau de la recherche, ça sera beaucoup plus puissant. Voilà ce qu'il fallait dire dans cette vidéo. C'est un rappel, une grosse piqûre de rappel pour tout le monde, pour cette rentrée, en espérant que ça rappelait beaucoup de choses à certains. Notamment, beaucoup ont des problèmes pour faire la différence entre le mode perf et le mode export. Si vous avez un DDJ, forcément, le mode export ne fonctionne pas. L'avantage du standalone, il est là, c'est qu'il fait export, clé USB, mais aussi performance, même si on perd des fonctions tactiles au niveau de l'écran, mais il le fait aussi. Voilà, si à l'instant T, vous avez une chanteuse pour pour une chanteuse pour vous servir des stems et baisser le vocal, ben voilà, à l'instant T, vous pouvez y aller, vous pouvez switcher sans arrêter, vous pouvez switcher entre toutes les sources, hein, chose que d'autres marques ne font pas. Hein. Vous pouvez passer de la clé USB vers le mode perf, vers le mode export, vers le mode Internet, parce que je vous en ai pas parlé aussi, mais lui, il peut se connecter à Internet et à partir de là, vous avez Apple Music, Beatport, vous avez plein de fournisseurs comme ça en streaming. Voilà, donc tout est possible avec ce contrôleur. Le Plus Quad, c'est pareil. Donc profitez-en bien. J'espère que j'ai fait bien le tour. C'est rapide, mais c'est du concentré. Mais je pense qu'il y avait besoin de ce sacré rappel. Voilà, vous avez vu, donc grosse piqûre de rappel. Bon, pour certains, il y en a qui ont dû rigoler, certainement, tellement c'est logique. Mais pour les nouveaux DJ qui sont pas trop informatiques, je suis sûr que ça leur a fait du bien. Et notamment au niveau des waveforms, la différence entre le beat FX et les color FX, les pads FX, c'est pas toujours évident pour les nouveaux DJ. Voilà, donc je pense que ça fait du bien à beaucoup de monde. Je vous rappelle donc, je remets l'affiche samedi 25, dimanche 26 octobre. On se retrouve au PAVS. Je serai sur le stand Alpha Theta Pioneer DJ pour vous expliquer des choses, pour vous voir en direct live avec toute l'équipe, bien sûr. Et on va passer 2 jours de folie. L'an dernier, 32 000 visiteurs sur ce salon. On espère faire mieux encore cette année. Voilà. Donc, on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos, car ça va bouger pour cette rentrée, mais vous en saurez un petit peu plus tard. Merci beaucoup.